Merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence, pour ce colloque, qui est la première restitution publique d'un travail de recherche géographique, anthropologique, photographique, sur le réinvestissement, le réenchantement de ce qui fut un temps un rêve pavillonnaire dans des tissus aujourd'hui très urbanisés, ces pavillons des années 50-70, qui sont aujourd'hui non pas dans les grandes périphéries des villes, mais dans une zone qu'on dit péricentrale, et où il se passe des choses, où il se joue des choses, alors qu'ils ont été jusqu'à présent peu étudiés pour ce qu'ils étaient. Ils ne sont pas au cœur de l'action publique, si ce n'est par défaut, jusqu'à présent en tout cas. Et donc l'idée, c'était aujourd'hui de vous présenter ce travail réalisé donc, par Viviane Hamon, Lionel Rouget et Hortense Souachet. Donc un travail qui a été soutenu et accompagné par l'ADEME et par Leroy Merlin Sources. Et donc nous avons prévu de passer quelques heures ensemble à écouter les chercheurs présenter leur travail, à ensuite en discuter à travers 2 tables rondes que nous vous présenterons. Mais avant toute chose, et pour ne pas perdre trop de temps dans cet après-midi, je vais passer la parole à Jean-Baptiste Butelaine, sous-directeur de l'aménagement durable à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au sein de ce ministère, qui a bien voulu nous accueillir et dire un mot sur ce travail dont il a pris connaissance dans le détail, on peut dire. Merci. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Un grand merci tout d'abord à Viviane Hamon, Lionel Rouget et Hortense Souachet d'avoir conduit cette étude à l'initiative de l'ADEME et de Leroy Merlin Sources. Un grand merci également au PUCA, Hélène en particulier et François Ménard pour l'organisation de cette restitution et ce temps d'échange. Alors, je ne pourrai malheureusement pas rester cet après-midi à la restitution de vos travaux, mais j'ai lu avec attention l'étude que j'ai trouvée de grande qualité et tout à fait d'actualité puisqu'elle interroge la mutation des tissus urbains constitués et en particulier le pavillonnaire urbain des années 50 à 70 à l'heure de la transition écologique. Alors, inutile, au regard du public en face de moi, de vous rappeler que la période des années 1950 à nos jours a été en effet marquée par une très forte consommation des sols, avec un phénomène d'étalement urbain et de mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est aujourd'hui fortement questionné. Le législateur a pris la mesure des conséquences écologiques, mais aussi socio-économiques d'une telle artificialisation des sols. Elle n'est pas évoquée en tant que telle dans l'étude, mais ce n'était pas son objet. Les conséquences, en tout cas, sont bien documentées par d'autres études, d'autres travaux, notamment du PUCA. L'érosion sur la biodiversité, diminution du stockage carbone, aggravation des risques par ruissellement, mais aussi, lorsque l'étalement urbain n'est pas maîtrisé, un accroissement des temps de transport, une dépendance à la voiture individuelle et une augmentation de la facture énergétique des ménages. La loi SRU avait déjà, vous le savez, introduit en 2000 le principe d'une modération de la consommation foncière dans le Code de l'urbanisme. Et la loi climat-résilience de 2021 a été beaucoup plus prescriptive puisqu'elle fixe l'objectif du zéro artificialisation nette des sols à horizon de 2050, avec un jalon intermédiaire qui consiste à réduire de moitié la consommation des sols d'ici à 2031 par rapport à la consommation observée ces 10 dernières années. Cette sobriété foncière encourage de remobiliser le déjà là. En premier lieu, les friches, les locaux vacants, mais aussi les zones de densification douce, dont certaines zones pavillonnaires, dont les tissus urbains constitués. L'État mobilise à cet égard, vous le savez, d'importantes subventions, notamment le fonds friche, le fonds de restructuration des locaux d'activité et bientôt le fonds de renaturation des villes. Le principe d'urbanisme circulaire, qui a aussi été conceptualisé par Sylvain Grisot, est d'ailleurs cohérent avec l'objectif de neutralité carbone à horizon de 2050, avec, vous le savez, encore une fois, un objectif intermédiaire à horizon de 2030 qui consiste à réduire de 55% nos émissions. La loi climat-résilience a organisé l'interdiction progressive des locations de passoires thermiques et cette injonction à la sobriété énergétique s'est renforcée avec la crise énergétique internationale que nous vivons. Dans ce contexte, il est évidemment utile et voire nécessaire de s'interroger, comme le fait cette étude, sur le devenir des tissus urbains constitués. À cet égard, le pavillonnaire urbain des années 1950 à 1970 représente indéniablement un potentiel. Sur cette période, l'étude le rappelle très bien,
près de 3,5 millions de maisons individuelles ont été construites, c'est-à-dire à peu près 20% du parc français aujourd'hui de maisons individuelles. Et une partie de ce parc arrive sur le marché de l'immobilier avec un renouvellement générationnel qui est bien légitime au regard de l'âge des premiers acquérants de ces pavillons. Il représente donc un gisement foncier pour reconstruire la ville sur la ville. Et la question qui est posée est une vraie question de société. Est-ce qu'on doit se résoudre, voire encourager la destruction massive de ces pavillons en les remplaçant systématiquement par des petits collectifs? Je pense que c'est vraiment utile de se poser cette question-là, puisque à l'évidence, il n'y aura pas une réponse univoque en la matière. Alors, on se souvient effectivement de Télérama qui dénonçait la France moche dans les années 2010, des travaux de Hervé Marchal et de Jean-Marc Stébé qui théorisaient en 2017 le désenchantement du rêve pavillonnaire. On a tous, je pense, visionné le documentaire des Temps Noirs qui a été produit en 2019 sur le thème de la fin du rêve pavillonnaire. Donc on a bien en tête effectivement cette voix qui s'était élevée contre ce modèle d'urbanisation, contre ce modèle pavillonnaire. Dans le même temps, on a tous aussi en tête d'autres voix qui se sont élevées en faveur de la réhabilitation du pavillonnaire. On pense à la tribune de Vraiment Vraiment, on pense aux ateliers de la DHUP pour repenser le périurbain, on pense aux travaux du PUCA sur les campagnes urbaines, et on pense aussi aux travaux de Bernard Reichen qui conceptualise quant à lui le palimpseste urbain, c'est-à-dire la défense d'une ville qui résulte d'une sédimentation de différentes époques, loin de toute idéologie de rupture, du tabula rasa ou de la stigmatisation d'une forme urbaine par rapport à une autre, au motif qu'elle est le reflet d'une époque. Toutefois, force est de constater également que 8 Français sur 10, et ça s'est encore accentué après le Covid, aspirent à la propriété d'un pavillon individuel avec jardin. Et cette tendance a bien été documentée en 2021 par l'ouvrage de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux. À cet égard, je pense que l'étude arrive au point nommé puisqu'elle s'interroge prioritairement sur les quartiers pavillonnaires péricentraux, c'est-à-dire pas nécessairement ceux qui sont le plus loin des centres-villes, mais ceux qui en sont le plus proches, et pose un postulat qui, je pense, est bon, c'est-à-dire celui consistant à dire qu'il vaut mieux réhabiliter ces pavillons que d'étendre de nouvelles zones pavillonnaires en périphérie, et qu'à cet égard, il faut plutôt avoir un regard bienveillant sur cet héritage des années 50 à 70. Et de fait, l'étude est intéressante puisqu'elle elle estime que la rénovation, lorsqu'elle est bien menée, peut vraiment être un levier de transition écologique. Gain énergétique global, recyclage des matériaux, amélioration de la fonctionnalité écologique en faveur de la biodiversité, y compris des jardins, mobilité décarbonée, mixité d'usage, etc. Finalement, les conclusions de cette étude sont encourageantes, mais elles donnent envie d'aller plus loin, en quelque sorte. Il serait nécessaire, voire intéressant, de monter en généralité par rapport aux quelques cas d'études qui ont été dressés dans vos travaux, même s'il y avait bien une forme de bonne représentativité des différents types de territoires, entre les très métropolitains, les plus détendus. Mais en tout cas, au-delà de ces quelques sites étudiés, ça serait intéressant de monter en généralité et de voir comment est-ce qu'on pourrait accompagner les stratégies urbaines, les stratégies foncières des collectivités pour révéler ces potentiels et pour accompagner leur mutation. Je pense que cette approche, elle est vraiment utile pour nourrir les observatoires nationaux et les observatoires locaux du foncier et de l'habitat qui se montent en ce moment, puisqu'ils sont prévus par la loi. Et la période qui s'ouvre jusqu'à fin 2027 est sans doute la bonne période pour y réfléchir, puisque comme vous le savez, tous les documents d'urbanisme, en tout cas tous les SCOT et ensuite tous les PLUS, sont amenés à évoluer pour intégrer les différentes trajectoires de transition écologique et en particulier les trajectoires de sobriété foncière. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé les jalons. Moi, je suis Denis Bernadet de Leroy Merlin Source. On va vous dire deux mots avec Cécile Grassi, qui a été mon homologue à l'ADEME pour cofinancer ce travail de recherche. Avec l'ADEME, c'est notre 5e partenariat de recherche. On a un 6e en cours. Donc, c'est une aventure au long cours. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Et puis surtout, on a envie de faire un très grand merci à François Ménard qui a pris l'initiative de cette conférence aujourd'hui, de pouvoir vous rassembler. On en profite pour faire signe et un bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne avec le streaming. Et puis je laisse la parole à Cécile. Merci Denis. Effectivement, bienvenue à tous et à toutes. Juste un mot pour vous dire qu'on était vraiment contents côté ADEME de poursuivre ce partenariat avec Leroy Merlin Source qui donne toujours des travaux de très grande qualité. Sur le domaine du logement, donc moi je suis au service bâtiment de l'ADEME, donc on relie pas mal ça aux questions de rénovation énergétique, hein, vous verrez que c'est abordé.
mais pas seulement. Et c'est ça qui a été intéressant et passionnant aussi dans l'étude, c'était de s'intéresser de manière vraiment systémique à ces tissus urbains. Donc on a également des collègues qui sont plutôt côté urbanisme, qui en prennent connaissance avec intérêt. Et bien sûr, ça fait écho, bon, ça a déjà été dit, hein, mais à des thèmes comme la densification douce et comment on s'occupe au mieux de ces espaces à l'avenir. Voilà, donc on vous laisse la parole.